INA Podcast. Qu'est-ce qui donne du cœur aux marins? Tafia et le vin. Qu'est-ce qui est meilleur qu'un coup de poing? Le tafia et le bon vin. Qu'est-ce qui réchauffe après le grain? Tafia et le vin. Qu'est-ce qui console des coups de chien? Le tafia et le bon vin. La radiodiffusion télévision belge, troisième programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française, France Culture, présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins. Pierre Assau, Henri Poirier, Jean Péméja, les 3 officiers. Doutasek, Medhondo, James Campbell, les 3 harponneurs. Monsieur Flas, mangez à prendre un riz au perroquet. On brise le perroquet et amène. Oh, à prendre un riz au perroquet. Hisse les perroquets. Amarre les drisses! Moi, Ismaël, j'étais de cet équipage. Mes cris s'étaient mêlés à ceux de tous les autres. Mon serment s'était soudé aux leurs. Et plus fort je criais, plus fort je martelais, rivais et consolidais mon serment à cause de la terreur qui m'envahissait l'âme. Un sentiment sauvage, mystique, de sympathie violente m'habitait. La haine inassouvie d'Akab m'appartenait. Avec avidité, j'écoutais l'histoire du monstre meurtrier contre lequel les autres et moi avions juré violence et vengeance. Israël!
Depuis quelque temps, parfois, la baleine blanche, solitaire et secrète, hantait ces mers non civilisées, qu'à peu près seuls fréquentent les chasseurs de cachalots. Mais tous ne connaissaient pas son existence. Quelques-uns seulement, en réalité, l'avaient rencontré sachant ce qu'il était. Et moins nombreux encore ceux-là qui, en connaissance de cause, lui avaient livré effectivement bataille. Car, et en dépit du grand nombre de baleiniers, la route capricieuse qu'ils se tracent de par le monde marin, et beaucoup parmi eux poussant leur quête aventureuse en des latitudes désertes, ainsi comme bien rarement ou jamais, en 12 fois 30 jours et davantage de temps, en cette immensité, ils ne croisent aucune voile, d'aucune sorte. Et par l'allongement, en suivant le hasard de chaque campagne en particulier, la grande irrégularité de leurs absences, pour tout cela, et avec toutes les circonstances directes ou indirectes imaginables, tardèrent à se répandre d'un bout à l'autre du monde brutal de la flotte baleinière les nouvelles spéciales et individualisées sur le sujet de Moby Dick. Sans aucun doute, plusieurs navires avaient rapporté qu'à tel ou tel moment, sur tel ou tel méridien, ils avaient rencontré un cachalot d'une taille et d'une malice inaccoutumée, lequel, après avoir fait beaucoup de mal à ses assaillants, leur avait échappé absolument. Et finalement, on pouvait, avec raison, penser, je le crois, que la baleine en question n'était autre à chaque fois que Moby Dick. Cependant, pour ce que dernièrement la chasse au cachalot a été marquée par des cas variés et répétés de grande férocité, ruse et malice du monstre pris à partie, par ce motif il arriva que ceux qui, par accident, et sans en rien savoir, livrèrent combat à Moby Dick, que ces chasseurs, peut-être pour la plupart, attribuèrent volontiers leur peur, toute spéciale, au péril en général de la chasse au cachalot, bien plutôt qu'à une cause en somme individuelle. Et c'est de cette manière, le plus souvent, qu'on avait interprété le duel d'Akab avec la baleine. Je fais ce que je veux, et tous, ils croient que je suis fou. Starbuck pense que je suis fou. Mais je suis démoniaque. Je suis la folie folle, furieux. Une folie sauvage qui se calme seulement quand elle veut se comprendre elle-même. La prophétie disait que je serais démembré, et oui, j'ai perdu cette jambe. Maintenant, je prophétise, moi, et je dis que le démembreur sera démembré. Je serai le prophète, et la main du prophète. J'accomplirai, moi, ce que j'ai dit. Ça, c'est mieux que ce que vous n'avez jamais été. Dieu. Je ris, et je m'amuse de vous, divinité, vous. Et pour ce qui est de ceux qui, ayant au préalable entendu parler de la baleine blanche, l'avaient par hasard aperçue, tout au commencement, ils avaient tous, ou à peu près, mis pour elle les embarcations à la mer, comme pour tout autre animal de son espèce, avec leur habituel courage ou intrépidité. Mais à force, des calamités s'ensuivirent de ces assauts, tels qui ne se limitaient pas à des poignets ou des chevilles foulées, des bras aux jambes brisées ou coupés courts, mais encore fatales, au dernier point de la fatalité. Ces échecs désastreux répétés, enveloppant Moby Dick d'une infinie atmosphère de terreur, que beaucoup voyaient leur bravoure hésiter au récit incident de la baleine blanche. Les folles rumeurs en tout genre exagérèrent la chose et rendirent encore plus horribles les histoires vraies de ces rencontres mortelles.
car non seulement les bruits fabuleux grandissent naturellement à partir de l'exactitude de tout événement terrible et surprenant, comme l'arbre abattu donne naissance aux champignons, mais dans la vie maritime, bien plus que sur la terre ferme, le merveilleux prolifère du moment qu'il se trouve quelque réalité adéquate, capable de l'enraciner. Et de même, quand cette matière, l'océan, dépasse le monde terrestre, de même, la chasse à la baleine surpasse tout autre mode de vie maritime, pour ce qui est donc de l'embellissement quant au merveilleux et à l'épouvantable, des nouvelles qui peuvent y circuler. Aussi, loin que les chasseurs de baleines soient exempts de l'obscurantisme superstitieux héréditaire du marin, tout au contraire, ils sont de toutes les manières ceux qui, de tous les hommes de la mer, entrent le plus directement en contact avec tout ce qui dans la mer étonne épouvantablement. Ils se trouvent face à face avec les plus grands prodiges, et il faut soutenir leur vue. Mais encore les prendre à la gueule avec les mains et se battre avec. Seul, sur des eaux reculées, où vous pouvez naviguer pendant des milliers de milles et longer des milliers de rivages, sans atteindre jamais aucune pierre de cheminée sculptée, ni rien de comparable sur le chapitre de l'hospitalité, sous ce côté du soleil. Sous de pareilles latitudes et longitudes, et faisant ce qu'il fait, le baleinier est pris dans des influences qui concourent à ce que son imagination accouche enfin de quelque chose d'énorme. C'est un cachalot! C'est au moins un 200 barils! J'ai jamais vu un monstre pareil! C'est une montagne de guerre! Rien d'étonnant, donc, si la masse toujours plus volumineuse de toutes les rumeurs concernant la baleine blanche, et qui grossissait toujours rien qu'à circuler sur l'étendue infinie des mers. Rien d'étonnant à ce que cette masse fabuleuse ait pour finir porté toutes sortes d'idées maladives et à demi formulées, à l'état fétal de la pensée, dans de formidables agencements supernaturalistes. Ce qui, à l'occasion, donnait à Moby Dick une puissance supplémentaire proprement terrifiante, et qui ne devait rien à quoi que ce fût de visible. Alors, elle provoquait presque toujours une panique telle chez ces quelques-uns qui tout de même en avaient entendu parler, que bien peu parmi ces chasseurs osaient encore affronter sa dangereuse mâchoire. Mais il y avait aussi à l'ouvrage des influences plus simples et plus naturelles, et elles aussi très vivantes. Car aujourd'hui encore, le prestige originel du cachalot, lequel diffère si terriblement de toutes les autres espèces de léviathans, ce prestige subsiste dans l'esprit des baleiniers, comme physiquement. De nombreux baleiniers, aujourd'hui encore, assez habiles et courageux pour livrer bataille à la baleine du Groenland, peuvent, que ce soit par inexpérience, incompétence ou crainte, refuser de combattre le cachalot. Et en tout cas, il y a une foule de baleiniers, et notamment parmi ceux qui ne naviguent pas sous le pavillon américain, qui n'ont jamais affronté le cachalot, et dont toute la science s'arrête au monstre ignoble que primitivement on chassait dans le Nord. Assis sur leurs écoutilles, ces hommes, avec toute la curiosité et la frayeur d'un enfant devant la cheminée, écouteront les histoires étranges de la chasse à la baleine dans les mers du Sud. Et nulle part ailleurs que sur ces gaillards d'avant qu'ils fuient, nulle part ailleurs, la grandeur suprêmement abominable du cachalot n'est mieux comprise.
Et, comme si la réalité désormais établie de son énormité y avait autant des légendes à porter son ombre, nous trouvons quelques livres de naturalistes, ceux de Lassen ou de Povelson, qui déclarent que, non content d'amener la consternation chez toute créature marine, le cachalot pousse la férocité au point d'être continuellement assoiffé de sang humain. Ces croyances, ou d'autres qui leur sont similaires, existaient encore à l'époque cependant proche de Cuvier, car dans son histoire naturelle, Cuvier en personne affirme qu'à la vue du cachalot, tous les poissons, requins compris, sont, je cite, saisis de la plus vive terreur, et que, je cite toujours Cuvier, souvent, dans la précipitation de leur fuite, ils se jettent sur les rochers avec une si grande violence qu'ils y trouvent une mort instantanée. Malgré que l'expérience des baleiniers corrige et contredise ces racontards, cependant, toutes ces superstitions, dans ce qu'elles ont de plus horrible, comme par exemple la soif de sang humain de Povelson, toutes ces images passent et revivent dans nos esprits, dans les mauvais moments de notre métier. Ainsi, à cause de Moby Dick et de tous les bruits qui s'y rapportaient, beaucoup de baleiniers en revenaient au tout premier temps de la chasse au cachalot, quand il était difficile d'amener les chasseurs de la baleine du Groenland à s'embarquer dans les périls de cette guerre nouvelle et très audacieuse. Certains hommes protestant que si les autres léviathans pouvaient en effet être chassés avec bonheur, par contre, chasser et harponner une apparition du poids du cachalot n'était pas l'affaire de l'homme, et qu'on risquait trop vite d'y passer à l'éternité. Toutefois, il y avait malgré tout des marins pour donner la chasse à Moby Dick. Il y en avait davantage encore qui, n'ayant entendu parler de Moby Dick que très occasionnellement et sans trop de détails, ignorant la qualité spécifique du monstre et toutes les superstitions qui l'accompagnaient, étaient suffisamment braves pour ne pas refuser ce combat s'il se présentait. Par-dessus tout, une idée fantastique s'attachait à la baleine blanche chez les esprits enclins au surnaturel. Que Moby Dick était doué du don d'ubiquité. C'est-à-dire que très réellement, on pouvait la rencontrer en même temps, en des points opposés du globe. Si crédules que fussent ces esprits, cette idée bénéficiait pourtant du nombre légère d'étranges probabilités. Car, du moment que les mystères des courants sous-marins n'ont pas été éclairés, malgré toute l'érudition du monde, les itinéraires secrets du cachalot sous la surface de la mer restent inconnus de ses poursuivants. Et de temps à autre, se font jour à ce propos les spéculations les plus curieuses et les plus contradictoires. Et tout spécialement ce qui concerne les moyens obscurs par lesquels, après avoir plongé une grande profondeur, il se transporte à grande vitesse, incroyablement loin. C'est une chose bien connue des baleiniers américains et anglais, et d'ailleurs depuis plusieurs années enregistrée par le très autorisé Scoresby, que certaines baleines ont été capturées tout à fait au nord de l'océan Pacifique, dans les corps desquels furent trouvés les fers de harpons
île enfoncée aux environs du Groenland. Et il est incontestable qu'en certains cas, on a pu déclarer que l'intervalle qui séparait les deux assauts n'excédait pas quelques jours. D'où, par déduction, plusieurs baleiniers ont pu croire que le passage d'un océan à l'autre, au nord du continent américain, depuis longtemps un problème pour l'homme, n'en avait jamais été un pour la baleine. La vie quotidienne du baleinier égale aisément les narrations fabuleuses. On déclarait que Moby Dick était non seulement ubiquiste, mais encore immortel, étant donné que l'immortalité peut être définie comme l'ubiquité dans le temps. On racontait qu'elle supportait, plantée dans ses flancs, une forêt de pics, que saine et sauve, elle continuait sa route. Ou si vraiment le sang épais jaillissait de son corps, cela, cette vision, n'était qu'une illusion macabre. De nouveau, quelques centaines de lieues plus loin, on pouvait voir s'élever au-dessus des vagues qu'aucun sang ne teignait, son jet immaculé. Mais tout le surnaturel écarté, il restait tout à fait de quoi, dans la matière réelle et le caractère tout visible du monstre, pour frapper les imaginations avec une force sans pareille. Parce que son ampleur exceptionnelle ne la distinguait pas seule des autres cachalots. Il y avait le blanc neigeux très particulier de son front ridé, et sa bosse blanche, pyramidale et très haute. C'étaient là ses traits distinctifs. Les marques par lesquelles, jusque dans les mers sans limite, inconnues des cartes marines, d'aussi loin qu'on l'apercevait, elle révélait son identité à ceux qui la connaissaient déjà. Et le reste de son corps était tellement strié, tacheté, marbré de la même couleur de linceul, que pour finir, elle y avait gagné son nom propre de la baleine blanche. Un nom en effet comme littéral, justifié par son aspect même. Quand à midi juste, on la voyait glisser au travers du bleu foncé de l'eau, et qu'elle laissait derrière elle un sillage d'écume crémeuse, voie lactée, pailletée d'or. Moi seul pouvais lever la baleine blanche. Elle souffle. Mieux que sa taille extraordinaire et sa très remarquable couleur, ou la déformation de sa mâchoire inférieure, ce qui rendait Moby Dick naturellement terrible, c'était cette intelligence, cette malice sans exemple, selon ce qu'on en disait, qu'elle déployait dans tous ses combats. Par-dessus tout, ses retraites feintes faisaient peur. Plusieurs fois, quand elle fuyait ses poursuivants déjà exultants, et qu'elle manifestait de la façon la plus évidente tous les symptômes de l'affolement, elle avait, c'était connu, fait brusquement volte-face, et s'était dirigée droit sur eux, démolissant les baleinières ou les reconduisant jusqu'au bateau, à la consternation générale. Déjà, sa chasse avait provoqué plusieurs désastres.
Et bien que ces choses dont on ne parle pas beaucoup à terre n'aient rien d'exceptionnel, dans la plupart des cas, l'infernale et féroce préméditation de Moby Dick semblait telle que les mutilations et les morts qu'elle avait provoquées n'avaient pas tout à fait l'air de simples accidents. Maintenant, jugez à quel degré de fureur l'esprit enflammé et troublé de ces chasseurs désespérés pouvait monter quand parmi les débris des barques déchiquetées et tout environné des restes de leurs amis morts, ils s'efforçaient d'échapper au cercle bouillonnant et blanc où se déchaînait l'affreuse colère de la baleine, et cela dans la lumière calme et exaspérante du soleil, qui souriait toujours, comme pour une naissance ou une noce. Ces 3 baleinières défoncées autour de lui, les rames et les hommes tournoyant ensemble entre les épaves. Un capitaine, arrachant le couteau à couper la ligne plantée à la proue brisée de son canot, s'était jeté sur la baleine, comme sur son adversaire un duelliste de l'Arkansas, cherchant aveuglément à atteindre, avec une lame de 6 pouces, la vie de la baleine enfouie dans son corps à une brasse de profondeur. Ce capitaine, c'était Achab. Et ce fut alors que d'un coup bas et soudain, de sa mâchoire en forme de faucille, Moby Dick faucha la jambe d'Achab, comme aurait fait d'un brin d'herbe un moissonneur dans son champ. Un Turc enturbané, un tueur vénitien ou malais n'aurait pu le frapper de plus méchante façon. Et depuis cet instant, quasiment mortel, Achab nourrissait un sauvage désir de vengeance contre la baleine. Et dans sa frénésie morbide, il en était venu à la regarder comme responsable de toutes les douleurs de son corps, de son esprit et de son âme. La baleine blanche incarnait pour lui toutes ces forces malignes qui, chez quelques hommes capables de profondeur, les dévorent intérieurement et ne les laissent plus vivre qu'avec la moitié du cœur et la moitié du poumon. Tout ce qui vous tourmente jusqu'à la folie, ce qui fait remonter la lie des choses, toute vérité dangereuse, ce qui brise les nerfs et brouille la cervelle, le poison de la vie et de la pensée, le mal, pour le fou Achab, était personnifié tout entier et on pouvait le combattre en Moby Dick. Achab avait amassé sur la bosse blanche de la baleine le total de colère et de haine contracté par sa race depuis Adam. Il n'est pas probable que cette folie l'ait pris sur le moment même de sa mutilation. Se jeter sur le monstre à couteau dans la main avait été le geste d'une animosité brusque, passionnée, toute physique. Et quand il avait reçu le coup qu'il déchirait, sans doute n'avait-il ressenti que l'agonie de sa chair, et rien d'autre. Mais quand après ça, il dut prendre la direction de Nantucket, couché avec l'angoisse dans son hamac, pendant des mois et des mois, au milieu de l'hiver, au cap de Patagonie hurlant et lugubre. C'est là que son corps déchiré et son âme balafrée saignèrent l'un dans l'autre, et de cette manière le rendirent fou. Plusieurs fois, parce qu'il délirait, ses officiers avaient dû l'attacher dans ce hamac, et ainsi enfermé dans sa camisole. Il s'était balancé au cœur affolant des tempêtes. Et lorsque, pénétrant sous des latitudes plus clémentes, le navire, toute voile déployée, traversa le calme des tropiques, il sembla que le délire du vieil homme était resté en arrière, dans la houle du Cap Horn. Achab apparemment sortait de son antre ténébreuse. Il revenait à la sainte lumière et à l'air. Mais il gardait au-dedans de lui toute sa folie intacte.
Le plus vaste, le plus sombre, le plus profond d'Akab me demeure caché. Inutile d'éclairer les profondeurs, et toute vérité est profonde. Très loin, profondément. Très au-dessous de cette croûte sur laquelle sont plantés les tours et les clochers fantastiques des hommes, sont enfouies les racines de la grandeur de l'homme. Vieille sépulture plus bas que toute antiquité. Et les dieux se moquent de ce roi captif dans les ruines de son trône. Et lui, demeuré là-dessous, assis, porte sur son front glacé tout l'écroulement des siècles. Descendez jusqu'à lui, âmes fières et tristes. Interrogez la fierté et la tristesse du roi. Et quel air de famille! Oui, il vous a engendré, cher prince en exil. Et c'est de ce vieux monsieur farouche que vous pourriez apprendre le vieux secret d'État. Cet homme à cheveux gris, vieillard impie, blasphémant, chasse autour du monde l'animal biblique, à la tête d'un équipage de métis renégats de hors-la-loi et de cannibales. Équipage dont l'insuffisance morale n'est pas relevée par l'incompétence à ce niveau des choses de ses 3 officiers. Bonnes intentions vertueuses et impuissantes de M. Starbuck, jovialité à toute épreuve et à base d'indifférence ou témérité sotte de M. Stubb, totale médiocrité enfin de M. Flask. Pareil équipage, ainsi encadré, n'est-il pas exactement choisi et rassemblé par décret de l'enfer pour secourir Akab dans sa monomanie? Comment? Pourquoi répond-il si bien à la colère du vieil homme? Par quel effet de magie noire leurs âmes sont-elles possédées? Sa haine est devenue la leur. Et la baleine blanche est l'ennemi commun insupportable. Apparaît-elle, celle-là, au terme inattendu d'un chemin obscur, inconsciemment, comme le démon glissé au sein de l'existence? Pour répondre, il faudrait descendre plus profond que je ne peux aller. Moi, Ismaël. Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins. Pierre Assau, Henri Poirier, Jean Péméja, les 3 officiers. Doutasek, Medhondo, James Campbell, les 3 harponneurs. Musique symphonique de Philippe Beusmans, enregistrée dans les studios de la RTB. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Collaboration technique Yann Parenteren. Assistant de production Jean-Paul Papot. Conseiller technique pour la navigation à voile Armel Daste-Surcouf. Improvisation musicale de Louis Diliès avec Jacqueline Boreau, harpe, Pierre Thibault, trompette, Manuel Récassens, violoncelle, à la percussion Louis Diliès, à l'orgue Olivier Bernard. C'était le 6e épisode.